Ça prend plusieurs années, parfois pour faire aboutir une vente une relation de confiance. Et puis en fait, c'est aussi un travail d'équipe parfois parce que comme ça prend plusieurs années, il peut y avoir plusieurs animateurs territoriaux qui se sont succédés et finalement, on arrive après et on récupère le fruit du travail des prédécesseurs. Donc c'est un travail d'équipe. Ça c'est important. Et puis aussi, je pense que ce sont surtout des relations humaines en fait des accords gagnant-gagnant. C'est très important que chacun s'y retrouve. La personne qui a vendu ou qui a conventionné avec le conservatoire doit se sentir gagnant-gagnant et être persuadé que c'est une réussite partagée en fait. Ça c'est très important je pense. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire présente Conversation avec la nature, le podcast où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 2, Protégé, avec Cécile, responsable du développement territorial et de l'antenne Indre-et-Loire Loire-et-Cher. Un podcast présenté par Isabelle. Bonjour à toutes et tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Conversation avec la nature. On se retrouve pour parler protection. Alors dans l'épisode précédent, on a parlé de la connaissance du travail scientifique. Et donc suite à ce travail, on met en place la deuxième mission du conservatoire qui est la protection. Et pour en parler, cette fois-ci on se déplace, on est à Saint-Avertin dans les locaux de l'antenne Indre-et-Loire Loire-et-Cher. Et bonjour Cécile et merci de nous accueillir. Bonjour Isabelle. Donc Cécile, tu es responsable de l'antenne ici à Tours. Est-ce que tu peux nous parler très succinctement de ton rôle et de tes missions? En fait, je pilote des projets pour préserver la biodiversité et ceci en concertation avec les acteurs locaux et les partenaires de mon territoire. Et donc, concrètement, je travaille avec les collectivités, mais aussi les services de l'État, les acteurs locaux pour protéger des espaces naturels, développer des projets partagés et animer des sites comme par exemple des sites Natura 2000. Et en parallèle, donc, je coordonne aussi, comme tu l'as dit, une équipe pour mettre tout ça en œuvre sur le terrain. Oui, donc en tant que responsable d'antenne, tu as une multicasquette, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la partie protection. Donc quand on a identifié un site à enjeu, comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur la connaissance, quelle est la prochaine étape ensuite? Alors, en fait, au préalable, avant d'arriver à la prochaine étape, je pense qu'il est important de préciser que tous les projets doivent d'abord s'inscrire dans ce qu'on appelle, nous, notre programme d'action. En fait, on a une stratégie foncière à l'échelle régionale. On ne peut pas partir sur tous les projets qui se présentent. En fait, on n'a pas les moyens d'intervenir et on a aussi une hiérarchie d'intérêt patrimonial qui est à prendre en compte, en fait, sur les sites. Et donc, tous les projets doivent être validés par nos instances en préalable. Une fois que c'est validé, donc quand on a une parcelle qui a été identifiée par nos chargés d'études scientifiques comme ayant un enjeu fort au niveau écologique, en fait, je recherche en effet les propriétaires donc, sur le cadastre. Et donc là, c'est important en fait que je note aussi que je contacte systématiquement les communes, donc les maires des communes des parcelles concernées, pour d'abord me présenter le conservatoire et la démarche d'animation foncière qu'on mène sur leur territoire, car ça nous permet vraiment que les collectivités puissent aussi elles-mêmes rassurer après les propriétaires qui viennent parfois leur poser des questions sur qui on est et pourquoi on mène cette démarche. Donc ça nous soutient, ça nous aide dans nos démarches. C'est très important d'associer les maires dans cette démarche. D'autant plus que de nos jours, là, beaucoup de communes mettent déjà en œuvre des actions de biodiversité sur leur territoire. Donc on vient se présenter comme en apportant aussi une action complémentaire aux actions qui sont déjà menées en faveur de la biodiversité par les collectivités. C'est la SAFER qui peut faire de l'animation foncière pour nous et qui finalise ensuite les acquisitions, c'est ça? Oui. Et suite à cette prospection foncière, quelles sont les différentes possibilités face à ces enjeux? Alors on a deux grands types de leviers en fait, fonciers pour préserver la biodiversité au conservatoire. On a là ce qu'on appelle la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage. Et dans ces deux grands types, on a en plus plusieurs outils à notre disposition. Donc je m'explique, je vais vous présenter par décroissant de protection, donc de la plus forte protection à la plus précaire. Donc dans le cas de la maîtrise foncière, en fait, nous maîtrisons le terrain quelque part, donc nous sommes propriétaires du terrain. Donc soit par le biais d'une donation, donc les personnes nous donnent leur terrain, soit par le biais de l'acquisition, donc le conservatoire achète les terrains par le biais de subventions publiques. Donc la protection du terrain, elle est aussi très forte, car le conservatoire qui achète les terrains, il l'achète avec ce qu'on appelle une clause d'inaliénabilité.
Et donc, on ne peut pas revendre ces terrains, en fait, ensuite. Et puis, même si on peut penser qu'un jour, je n'espère pas que ça arrivera, mais que le conservatoire, pour une raison ou une autre, disparaisse, il y aura toujours la fondation d'Espaces naturels de France, de notre fédération des conservatoires, qui peut récupérer ces terrains. Donc, ces terrains, en fait, seront toujours sécurisés sur le long terme. Ils ne pourront pas être revendus. Ça, c'est très important. Donc la maîtrise foncière, c'est un outil de protection qui est efficace et pérenne. Et en fait, on achète toujours à l'amiable. Jamais on ne fait de préemption, enfin, c'est pas dans nos usages. On achète toujours avec l'accord du propriétaire. Donc si la personne n'est pas vendeur, bien sûr, on n'insiste pas et on continue notre démarche d'animation. Et ensuite, il existe une autre alternative à l'acquisition, donc c'est ce qu'on appelle le bail amphithéotique. Alors ça, c'est un outil foncier qui est hybride entre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage, avec une forte dimension d'usage. En fait, on est quasi propriétaire du terrain. Pour une longue durée. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça donne le droit au conservatoire d'occuper et d'aménager un terrain sur une durée qui peut être comprise entre 18 et 99 ans. Donc souvent, on essaie plutôt évidemment de proposer 99 ans, parce que ça permet d'avoir une garantie de pérennité. Mais ça peut être 30 ans, la plupart du temps c'est entre 30 et 99 ans. Vous allez me dire pourquoi on propose le bail amphithéotique par rapport à l'acquisition ? Tout simplement dans le cas où le propriétaire n'est pas vendeur. Il n'est pas vendeur, il veut rester propriétaire, mais il veut bien travailler avec nous sur la durée, sur la très longue durée. Là, on peut déclencher le bail amphithéotique. Il existe aussi ce qu'on appelle l'obligation réelle environnementale, ORE. Ça, c'est un nouvel outil qui est intermédiaire. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est un peu à part. Alors après, on a la maîtrise d'usage, donc qui est une maîtrise du terrain plus précaire. Et là, il existe plusieurs outils, comme les conventions d'usage qu'on fait en général sur 10 ans. Et les autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial, par exemple la Loire, qui appartient à l'État. Voilà un petit peu les différents outils qu'on a à notre disposition. Et donc, au conservatoire, est-ce qu'il y a une solution qu'on privilégie? Est-ce qu'on cherche toujours à devenir propriétaire? Alors non, pas toujours en fait. Évidemment, on va privilégier toujours les protections les plus fortes dans la mesure du possible, mais en fait tout dépend de la volonté du propriétaire bien entendu et du contexte local. Donc oui, les outils sont toujours adaptés à tous les cas de figure en fait. Et comment on construit cette confiance avec les propriétaires? Alors ça prend du temps en fait. Je pense que la concertation elle est centrale. Elle conditionne la réussite du projet en fait. Il faut que la personne ait confiance en nous. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la concertation auprès des élus locaux. C'est fondamental parce que si les élus nous connaissent, nous soutiennent, ils peuvent aussi rassurer les personnes et peuvent assurer sur le fait que nous sommes fiables. Et ça peut nous aider aussi dans l'animation. Donc c'est très important d'avoir un soutien des collectivités. Et ça arrive parfois que pour des propriétaires privés qui sont hésitants à conventionner ou à vendre, eh bien, avec l'accord des autres propriétaires qui ont déjà vendu ou conventionné, pour des sites similaires, des sites comparables, je peux les mettre en contact pour rassurer sur des conventions d'usage. Ça m'est déjà arrivé de dire, voilà, nous avons conventionné avec un voisin. Et ça permet de rassurer, de se dire, ah, il l'a fait, donc pourquoi pas moi. Exactement, mais ça doit être une démarche aussi qui est très longue. Ça peut arriver que des propriétaires refusent? Oui, très souvent, on a des refus, c'est la majeure partie du temps, ce sont des refus. C'est très courant, mais on continue notre animation. En fait, il faut du temps dans l'animation. Et ce qu'on fait parfois, c'est qu'on revient 5 à 10 ans plus tard sur des mêmes secteurs, parce que évidemment, le foncier, ça peut bouger. Donc, et les gens peuvent changer d'avis. Donc, en général, on laisse un certain temps avant de revenir pour l'animation foncière quand on estime que des parcelles ont vraiment un enjeu très fort au niveau écologique, au niveau de la région. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de ORE, obligation réelle environnementale. Tu peux nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit? Oui, Ça a l'air compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un outil différent. C'est pour ça que je l'ai mis à part. Ça s'appelle une obligation réelle environnementale. C'est aussi un outil foncier qui permet d'attacher des usages de préservation de la biodiversité dans l'acte notarié de la parcelle. Donc en fait, si vous voulez, le propriétaire va rester propriétaire, mais en cas de vente, dans l'acte notarié, il y aura des clauses environnementales de préservation de ces haies, de ces arbres, de ces mares par exemple, pour être sûr que son bien, le propriétaire suivant, ne va pas procéder à l'arrachage de haies, combler sa mare. Il veut s'assurer qu'à l'avenir, sa propriété foncière, elle gardera sa valeur patrimoniale.
Et donc le conservatoire, lui, en quoi il intervient là-dedans finalement? Eh bien, il peut faire le plan de gestion, il peut faire la notice de gestion qui suivra, qui accompagnera cette ORE. Et donc s'assurer que les éléments seront préservés et entretenus. Donc c'est en ça que le conservatoire, mais ça peut être aussi une connectivité qui peut intervenir comme tiers dans la signature de l'ORE. Là, il faut bien comprendre que nous, là, dans ces cas-là, on n'achète pas, on n'est pas en convention d'usage, on accompagne finalement le propriétaire à maintenir son bien dans le temps, tout simplement. Ouais, ça permet une protection sur du plus long terme, même en cas de changement de propriétaire, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors par contre, concernant l'ORE, là encore, nous avons une stratégie d'intervention au niveau régional. Nous nous engageons dans une ORE que dans un cadre précis. Ça, c'est important de signaler. On ne peut pas, à chaque opportunité de proposition, pouvoir donner suite. C'est compliqué pour nous au niveau logistique. On va devoir prioriser dans notre stratégie, notre plan d'action. C'est du cas par cas. C'est ça, exactement. Et donc, parmi les outils juridiques, il y a aussi la convention d'usage. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, la convention d'usage, c'est un outil en fait, qui nous permet, sans être propriétaire, d'utiliser temporairement le terrain. Souvent, en fait, on le fait pour une durée de 10 ans, c'est le minimum parce qu'on sait qu'on a besoin de subventions publiques derrière, donc on ne va pas s'engager à dépenser de l'argent public sur des courtes durées. Donc 10 ans, c'est vraiment le minimum, avec un propriétaire ou une collectivité, par exemple. Et donc, c'est un accord écrit entre le propriétaire et le conservatoire et qui nous autorise à utiliser le terrain pour y mener une gestion écologique. Et donc, tout ce travail nécessite forcément subvention. Comment on subventionne, comment on finance tout ça? Alors oui, effectivement, on cherche des financements, hein, c'est notre rôle, hein. Alors sachant que, quand on fait des conventions, il faut préciser qu'on s'engage toujours à rechercher des financements, mais on ne garantit pas, le succès à chaque fois, bien entendu, parce que ce n'est pas toujours de notre ressort. Donc, on est tributaire aussi des subventions, qu'on nous accorde. Donc, effectivement, on a plusieurs types de financements, mais, ça dépend de la nature du terrain, tout simplement. Selon qu'il s'agisse d'une zone humide, d'une pelouse sèche calcicole, enfin calcaire, ou d'une cavité à chauve-souris, on ne va pas mobiliser les mêmes crédits. Donc ça peut être des aides de l'Europe, des crédits européens, donc des crédits de l'État, du conseil régional, du conseil départemental, des agences de l'eau aussi, des collectivités, donc c'est très divers. Et en fait, on fonctionne avec des cofinancements, donc à chaque fois, il faut faire des montages financiers pour mener à bien les acquisitions. Donc, il existe une multitude d'outils aussi pour cette protection, des outils qui sont mis en place au niveau national ou au niveau régional. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns? Oui, alors je pense qu'il convient de distinguer ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont en fait les outils fonciers du SEN, donc on a dit maîtrise foncière, maîtrise d'usage, en fait des dispositifs de politique publique environnementale qui sont à notre disposition. Ces dispositifs sont mis en œuvre par les collectivités ou les services de l'État. Et en fait, on peut de même que je l'ai fait pour maîtrise foncière d'usage, on peut les classer de la protection la plus forte à la moins forte. On a par exemple tout ce qui est réserve naturelle nationale, réserve naturelle régionale et arrêté de protection de biotope. Ça, ce sont des outils en fait réglementaires qui sont très forts. Et qui imposent que les sites SEN, par exemple les sites qui sont soit en maîtrise foncière, donc on a acheté ou qu'on a mis en convention d'usage avec des propriétaires, eh bien ces sites-là peuvent aussi bénéficier d'une protection de ces dispositifs de politique publique. Donc ils peuvent être classés en réserve naturelle nationale, classés en réserve naturelle régionale ou en arrêté de protection de biotope. Donc ça, ils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle la stratégie d'aire protégée à l'échelle nationale. Et ça permet quoi en fait? Ça permet simplement qu'on bénéficie d'un statut juridique avec une réglementation très forte et des possibilités, il y avait des interdictions très claires, hein, interdiction de cueillette, interdiction de circuler sur les parcelles, enfin, ça nous permet aussi d'avoir des financements et de bénéficier parfois d'agents assermentés qui peuvent surveiller les sites. C'est pour ça que c'est intéressant faire appel à ce dispositif en plus de nos propres moyens de maîtrise foncière ou d'usage. Et puis vous avez d'autres dispositifs, donc en dehors de ces protections très fortes dont j'ai évoqué, vous avez d'autres dispositifs comme les espaces naturels sensibles des conseils départementaux
Et ça, ce sont des politiques de chaque département qui sont basées aussi sur le volontariat, qui visent à protéger et ouvrir au public pour que chaque habitant du département puisse bénéficier d'un espace naturel près de chez lui. Et donc ce dispositif a aussi une réglementation locale avec des interdictions, mais ça reste départemental. Et enfin, là je suis plus générale, donc là on passe à l'échelle européenne. On a ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Natura 2000, qui datait avant les années 2000. Et en fait, ce dispositif, il a été mis en place à l'échelle européenne, dans tous les pays de l'Europe. Et la France a décidé de partir sur un mode contractuel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu interdire, mettre sous cloche et imposer des choses sur les territoires des sites Natura 2000. Elle a plutôt proposé la concertation et dit voilà, vous avez un territoire avec des espèces et des habitats d'intérêt européen. Comment pouvons les préserver? Mettons en place des outils contractuels. Vous avez différents outils, des chartes Natura 2000, donc c'est des engagements moraux à préserver son terrain. Des contrats Natura 2000 où vous pouvez vous faire rembourser des travaux de restauration, de génie écologique que vous faites sur votre propriété, et des mesures agro-environnementales qui sont à destination uniquement des agriculteurs, donc qui leur permet de bénéficier d'aides financières dans la mesure où eux, ils contribuent à l'entretien des milieux dans la préservation de la biodiversité de leur terrain. Donc voilà, vous avez différents types d'outils et en région Centre, c'est le conseil régional qui anime l'ensemble des sites Natura 2000 sur la région. Le dispositif, en fait, il est certes basé sur le volontariat et donc le mode contractuel, mais il y a quand même évidemment un certain encadrement en cas par exemple de manifestation ou de projets qui peuvent être impactants sur le site Natura 2000, il y a quand même une évaluation d'incidence à mener auprès des services de l'État ou des collectivités pour vérifier qu'il n'y a pas un impact fort sur les sites Natura 2000. Est-ce que tu aurais, Cécile, des moments forts peut-être à nous partager de ces missions de protection, des souvenirs de projets qui ont été valorisés ou autres? Oui, alors c'est vrai que j'ai des moments forts effectivement dans le sens où ça prend plusieurs années parfois pour faire aboutir une vente ou une relation de confiance. Donc oui, tout à fait. Et puis en fait, c'est aussi un travail d'équipe parfois parce que comme ça prend plusieurs années, il peut y avoir plusieurs animateurs territoriaux qui se sont succédés et finalement, on arrive après et on récupère le fruit du travail des prédécesseurs. Donc c'est un travail d'équipe. Ça, c'est important. Et puis aussi, je pense que ce sont surtout des relations humaines en fait et des accords gagnant-gagnant. C'est très important que chacun s'y retrouve. La personne qui a vendu ou qui a conventionné avec le conservatoire doit se sentir gagnant-gagnant et être persuadé que c'est une réussite partagée en fait. Ça, c'est très important, je pense. Merci beaucoup Cécile de nous avoir parlé de ce sujet qui est très stratégique et technique. on a un peu mieux compris du coup le travail de protection du conservatoire. Et suite à cette protection, forcément, après, on met en place les actions de gestion sur site. Donc, c'est un travail un peu plus de terrain qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant de se retrouver sur les enjeux de gestion, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à commenter et à visiter notre site internet www.cen-centrevaldeloire.org pour retrouver toutes nos actualités. Et je vous dis à très vite. Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invitée Cécile Autobruck. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Musique, Nature Calls par Folk Acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grasset dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur la Fondation des Espaces Naturels de France, rendez-vous sur www.fondation-enf.org. Et pour avoir plus d'informations sur la Fédération des conservatoires, rendez-vous sur www.réseau-cen.org. Retrouvez également toutes nos actions sur www.cen-centrevaldeloire.org. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire. À bientôt!